De retour sur le Grand JT, bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Tous mes voeux. Merci également. Merci. Alors pour débuter ce JT, le secteur privé de la protection de l'enfance est au bord de l'asphyxie. C'est pourquoi la Caisse des dépôts a rendu au gouvernement un rapport qui vise à le soulager. Avec une vingtaine de propositions qui sont mises sur la table, alors qu'en octobre dernier, le Conseil économique, social et environnemental avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il dénonçait des défaillances et notamment demandait à l'État d'agir très vite. Entre 1996 et 2022, le nombre d'enfants admis par l'aide sociale, notamment à l'enfance, a explosé, enregistrant une chiffre hausse de 46%. Et en parallèle, il y a aussi une pénurie de personnel. Le directeur général délégué de la Caisse des impôts annonce notamment le déblocage de 350 millions d'euros de prêts avec un taux préférentiel notamment pour les départements. L'objectif étant de rénover ou de financer des lieux d'accueil pour héberger justement ces jeunes. Écoutez, Olivier Sichel, c'était au micro de Rémi Brancato pour France Inter. Il y a par exemple 3 juges sur 4 qui aujourd'hui renoncent à placer un enfant qui pourtant est en danger parce qu'il n'y a pas de toit. Donc il y a une urgence à créer ces places. Nous avions fait une première enveloppe de 67 millions qui est partie en 3 semaines pour créer 1200 places. Ce prêt va trouver sa clientèle auprès des départements qui vont avoir ces projets-là à faire. Alors, autre point qui a également été évoqué, renforcer la formation des professionnels pour attirer davantage. Un poste sur 10 est vacant. La création d'une application, là aussi, pour les jeunes afin de les sensibiliser et les amener sur les services dont ils ont droit. On pense notamment à l'obtention de la carte vitale, l'accès au logement social et puis à passer le permis de conduire. Et puis un autre sujet qui est prioritaire, justement, pour la ministre en charge des solidarités et de la famille, Catherine Vautrin, qui en a fait donc sa priorité malgré l'instabilité politique. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale, pas de projet de loi de finances. Ça ne nous empêche pas de mettre en place un projet. Rien n'est plus important dans un pays que sa jeunesse. La ministre au micro de France Inter. Il ne reste donc plus qu'à concrétiser cette annonce avec la création d'un haut commissariat à l'enfance. Emmanuel Macron qui en avait parlé. Il doit intervenir notamment ce mois-ci. Poursuivons avec ce chiffre publié par l'INSEE. Le nombre de naissances recule sur la période entre janvier et novembre 2024, moins 2,8%. Et ce par rapport à la même période précédente. Ainsi, nous pourrions atteindre un niveau plus bas historique sur l'ensemble de l'année. Cela représente près de 16 000 naissances de moins sur la période par rapport à 2023, ce qui porte le nombre de nouveau-nés sur les 11 premiers mois de 2024 à environ 606 000. Alors en France, le nombre de naissances a diminué chaque année depuis 2011, à l'exception de celle de 2021 au sortir du Covid-19. Cette tendance, notamment à la baisse des naissances, s'explique par la diminution de nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer et surtout par la baisse du taux de fécondité, qui s'est établi à 1,68 enfants par femme en 2023 contre 1,79 en 2022. Bien loin donc des objectifs fixés par le président qui avait parlé de réarmement démographique. Alors à ce sujet, je propose d'écouter Julien Damon. Il est professeur à Sciences Po, spécialiste de la politique familiale. C'était ce matin sur RMC. Au regard de ce qui avait été annoncé avec un ton un peu martial, on nous avait promis un réarmement démographique. Alors soyons clairs, strictement rien passé. Concrètement, ce qui avait été annoncé derrière le mot, qui a fait beaucoup de débats, c'était un plan de lutte contre l'infertilité et deuxième chose, une révision des modalités d'indemnisation du congé parental. Il ne s'est rien passé depuis un an. Le sujet le plus important, c'est l'accueil des 0-3 ans, c'est-à-dire le service public de la petite enfance, qui consiste à permettre à tous les futurs parents d'être à peu près certains de disposer d'une place en crèche ou d'une place chez une assistante maternelle. Voilà, c'est ça le point absolument clé. Et pourquoi cela ? C'est parce que ce qui permet aux gens d'avoir des enfants, c'est de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. C'est en particulier pour les femmes la possibilité d'être le plus à égalité avec leur conjoint. Et sachez que toutes les régions françaises sont concernées par cette baisse de naissance. Moins de bébés, donc moins d'allocations familiales. Et pourtant, les plafonds de ressources ont augmenté le 1er janvier dernier. Oui, le montant varie, vous le savez, en fonction du nombre d'enfants à charge, au minimum 2, de moins de 20 ans, et des revenus du foyer. Alors, selon les dernières modalités qui vont être applicables jusqu'au 31 mars de cette année, un foyer avec 2 enfants à charge dont les ressources sont inférieures ou égales à près de 75 000 euros par an pourrait donc percevoir près de 150 euros par mois pour l'allocation à taux plein. Et plus on va augmenter, moins l'allocation sera forte. Près de 100 000 euros, le montant s'élève aux alentours de 75 euros. Et puis dans le dernier cas, là aussi, une allocation qui est proche de 37
€. Et puis pour les grandes familles, celles qui ont au moins 3 enfants, là aussi les allocations vont donc augmenter. Pour un revenu de 80 000 € par exemple, comptez 338 €. Au-delà, le montant est versé entre 169 et 85 €. Bientôt, l'interdiction du port du voile lors d'activités sportives à l'université et pour les accompagnants scolaires. C'est le souhait affiché par Bruno Retailleau. Un sujet épineux qui a été remis sur la table par le ministre de l'Intérieur. Il était justement l'invité hier matin de RTL. Il a tout simplement réaffirmé sa volonté de durcir les règles. Je pense qu'il faut étendre à de nouveaux champs de l'espace public le principe de neutralité. Par exemple, le sport. J'avais fait voter, moi, au Sénat, un texte qui n'a pas été repris par l'Assemblée nationale pour condamner justement le voilement lors des compétitions sportives. Pour préserver le sport, il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. Il faut être absolument intransigeant. Et donc pas de mère de famille accompagnatrice voilée? Non, puisque pour moi, encore une fois, c'est l'école hors les murs. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Le problème, ces choix et ces rêves, on va dire, affichés par le ministre sont confrontés à la loi. En l'état actuel, les parents d'élèves qui accompagnent des classes à l'extérieur d'un établissement peuvent arborer des signes ou des tenues religieuses qui manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui avait tranché sur ce sujet, qui a donné un avis en 2013. Sous la plus haute juridiction, donc, ces parents sont de simples, je dis entre guillemets, usagers. Ils ne sont ni agents ni collaborateurs donc de l'État. Pour ce qui est de l'université, là, la liberté de conscience et de religion s'applique, vous l'aurez donc compris. Il sera donc impossible d'enlever le port du voile, car c'est, on va dire, autorisé. Dans l'actualité également, le fondateur du site de rencontres controversées, le site Coco, placé en garde à vue, donc le fondateur, est dans le cadre d'une enquête judiciaire liée aux usages criminels de son application. On en avait parlé ici même, effectivement, ce sont des jeunes qui avaient provoqué des guet-apens, qu'ils soient homophobes, suivis notamment d'agressions. Cet homme âgé de 44 ans, le fondateur de nationalité italienne, a été entendu par l'unité nationale cyber de la gendarmerie. 3 de ses proches ont également été entendus. Ils auraient notamment tiré profit de certaines infractions ou encore exercer un rôle actif dans l'administration de cette plateforme. Ils ont été toutefois laissés libres à la suite de cette audition. Une enquête préliminaire initiée en décembre 2023 avait notamment centralisé différentes procédures. Il y avait eu plus de 23 000 faits qui avaient été dénoncés. Le site a tout simplement été fermé depuis le mois de juin dernier. Direction les États-Unis maintenant, Guillaume. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, donc Meta c'est évidemment Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, a annoncé donc d'importants changements en matière de modération sur ces plateformes. Notamment la fin du fact-checking, le fait de pouvoir vérifier les informations aux États-Unis uniquement. Il sera remplacé par des notes de la communauté, un petit peu comme ce qu'on peut voir sur X, le réseau social d'Elon Musk, Facebook, qui rémunère plus de 80 médias à travers le monde pour utiliser justement ce fact-check sur différentes plateformes, notamment Instagram. Mais pour Mark Zuckerberg, il estime que ces vérificateurs ont trop été orientés politiquement. Ils ont participé à réduire la confiance qu'il n'a pas donc été améliorée, notamment aux États-Unis. Facebook qui va aussi mettre un certain nombre de limites concernant des sujets tels que l'immigration, le genre, qui sont pour la plupart des discours qui sont dominants sur ces plateformes et pour qui notamment les récentes élections semblent être un point de bascule culturelle, notamment l'arrivée au pouvoir dans les prochains jours d'un certain Donald Trump. C'est ce qui a fait bousculer tout ça. Direction l'Arizona avec une expérimentation qui va débuter en septembre prochain. Fini les professeurs pour donner des cours, place à l'intelligence artificielle. L'IA qui s'invite effectivement dans nos salles de classe, c'est ce qui va se passer avec cette Charter School. C'est une école qui est publique mais qui est gérée par une académie. C'est pourquoi elle a été choisie. Cette Charter School, sachez qu'il va y avoir différents cours proposés le matin notamment pendant 2 heures. Les enfants vont pouvoir apprendre via l'ordinateur de manière assez traditionnelle la lecture, la grammaire, les mathématiques et les sciences. Et puis l'après-midi, c'est des sujets plus concrets. Parler en public, coder ou encore travailler en équipe ou gérer et découvrir les bases de l'entrepreneuriat. La structure qui a inventé cette intelligence artificielle va donc adapter ses cours en fonction du niveau des élèves. Et si cela fonctionne, il compte bien le faire dans les États voisins. Il y a notamment l'Utah ou encore le Texas qui semblent être intéressés. Merci beaucoup Guillaume.